Au-delà de dire ça fait mal, pour moi, le point important, il faut essayer de travailler ça. Je pense qu'il ne faut pas juste l'enfouir et voir si un jour ça ressort. Je trouve que c'est délétère sur les relations qu'on a au quotidien. Parce qu'il suffit que dans une relation avec quelqu'un, ça appuie sur un petit bouton, on a une blessure et on va réagir de façon démesurée. Alors que la personne en face n'y est pour rien, c'est juste qu'on a des blessures qu'on n'a pas soignées. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous emmener à la rencontre de celle qui dirige le groupe Caravelle, qui détient notamment les célèbres établissements Bellambra. Née à Paris, au sein d'un milieu aisé, elle vit une jeunesse dorée en élève modèle. Elle se dirige d'abord vers des études d'ingénierie au sein d'Acro Paris Tech avant d'intégrer HEC. Pendant ses études, un terrible drame vient bouleverser sa vie. Elle perd sa sœur et son papa dans un accident d'avion. Elle décide de rejoindre l'entreprise en tant qu'administratrice, puis responsable d'exploitation du pôle tourisme en 2017, avant de reprendre totalement les rênes du groupe l'année suivante, à seulement 29 ans, suite au décès de sa maman. Comment se relever après avoir vécu ce type de drame ? Comment a-t-elle vécu d'être une femme dirigeante si jeune ? À quels enjeux est-elle confrontée ? Elle nous répond et revient avec nous sur son destin le temps d'une pause. Bonjour Lorraine Martel. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Mars. Oh, Alexandre Mars. Écoute, très bien. J'ai la chance de vivre une période assez sympathique de congé maternité. Donc la vie est belle. Oui, tu as eu récemment ta deuxième fille. Ouais. Et donc, du bonheur. Que du bonheur. Je pense que ça fait se re-questionner sur la vie, de revoir ce qui est important. Ouais. Et toi, tu l'as oublié un peu ce qui était important dans la vie, avec des drames que tu as vécus ou... Oui et non. Je pense que les drames, il y a deux façons. De temps en temps, ça remet les choses en perspective. Deux façons de les aborder. Du recul et on remet les choses en perspective, mais aussi une façon de mettre la tête dans le guidon et d'avancer sans trop se poser de questions pour se lever chaque matin aussi, au début. Et au début surtout ? Ouais, au début. Je pense que c'était comme ça juste après, dans les périodes qui suivent. Et quand c'est juste après, c'est 1 mois, c'est 6 mois, c'est 5 ans ? Ça dépend. Je pense que ça dépend de quel drame. Ceux auxquels on se prépare, on se relève plus vite. Et on a le temps de se poser les questions avant. Tu parles du départ de ta maman ? Ma maman qui a été malade, donc ça a duré plusieurs mois. Donc ça, j'avais eu le temps de m'y préparer et de savoir un peu qu'est-ce que je voulais faire à l'issue. Et en fait, je m'étais fait accompagner et on m'avait fait commencer le deuil avant son départ, ce qui est un peu psychologiquement pas évident au début quand on m'a proposé ça. C'était pas la même chose. J'ai perdu ma meilleure amie, puis ensuite mon père et ma sœur, d'accidents, tragique, ouais. Passion à chaque fois. Oui, donc c'est ça, passion. Hein. Oui, passion. Mes deux passions. Oui, c'est ça. Équitation, aviation, les deux m'ont emmené les personnes les plus chères. Voilà. Voilà. Et pourtant, et on le va voir après, tu continues ces deux passions et pas que un peu. Donc, effectivement. La plupart de mes auditrices et auditeurs vont te découvrir avec ce podcast, car si certains te connaissent ou connaissent peut-être le groupe Caravelle, toi, tu es une personnalité plutôt discrète. La phrase que tu aimes dire d'ailleurs, et tu as grandi avec cette maxime, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Et pourquoi c'est culturel ? C'est très anti-tapis. Hein. À l'époque de ton papa, c'était en face de lui, il avait quand même... Il y avait tapis. Il avait tapis. Donc, il n'aimait pas être comparé d'ailleurs à tapis. Je dirais, ma mère, elle m'a toujours dit vivons heureux, vivons cachés. Je ne l'ai jamais entendu de mon père, mais je ne l'ai jamais, lui, vu essayer d'être visible, pour le coup. Donc, je pense que lui, c'était par l'exemple, et ma mère nous le rappelait de temps en temps au cas où. Alors, on va comprendre pourquoi on parle de tapis ici, parce que Caravelle est un groupe qu'on pourrait définir comme ton papa de redresseur d'entreprise à l'époque, comme les gens qui se souviennent peut-être de Bernard Tapie, c'est comme ça qu'il s'est construit également, donc on va en parler un peu. Comme je le disais, tu es né à Paris, donc tu as grandi dans le 16e arrondissement, donc tu avais une sœur et un frère. Ton père était chef d'entreprise et ta maman était plutôt dans la finance avant de rejoindre l'entreprise familiale. Quel souvenir tu gardes de cette enfance ? Très douce et apaisée. Moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup observé ce qui se passait pendant mon enfance. Beaucoup me questionner sur comment fonctionnait la vie, observer les gens, les choses, tout autour de moi. Un souvenir d'un temps un peu distendu par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Comme si le temps passait plus lentement et que j'avais le temps de prendre le temps à l'époque. Et de vivre au jour le jour tranquillement, je pense une période assez insouciante.
Je pense que c'est ça qui contraste avec la suite au jeu. Tes deux parents ont fait des belles études, des grandes études, et donc ils vous encourageaient à quand même bien travailler à l'école. Tu étais fan d'équitation. C'était important pour mon père. Essentiel. Plus que pour ta maman? C'était important pour elle aussi, mais c'était, les devoirs étaient plus associés à mon père qui nous faisait travailler tous les dimanches. On avait le droit à 1h30 à 2h chacune avec ma sœur. Après, il a pris le relais ensuite avec mon frère. Ça lui faisait 6 heures dans le dimanche. Tout le dimanche, c'était pris... Quand il est passé à mon frère, je crois que nous, on en avait moins. Moi, j'étais pratiquement partie de la maison, parce que j'ai 7 ans d'écart avec lui. C'est vrai. Mais on avait 1h30 de maths et latin. Donc c'était... Moi, j'adorais les maths, donc ça m'allait très bien. Le latin, c'était un peu plus difficile, je dois dire. Toi, tu pouvais monter à cheval uniquement si tes notes continuaient à être assez bonnes? En fait, la question, j'ai jamais eu le problème, parce que j'ai eu la chance d'avoir des notes qui allaient bien, donc j'ai jamais été interdite de cheval. En revanche, je savais que quand j'avais des compétitions le dimanche qui prenaient toute la journée, il fallait que j'ai fait mes devoirs avant. On les faisait pas le dimanche soir. On revient ces années, t'as 12 ans, t'as 14 ans. Tu te projetais aussi, toi, en disant, je vais faire aussi des grandes écoles. Tu sais, ça avait sens pour toi, Polytechnique, HEC, ça voulait dire quelque chose? Je me posais pas la question. Trop d'insouciance? J'ai toujours entendu... En fait, ça suivait son cours et c'était, je pense, dans une logique de continuer après le bac. Je m'étais pas tellement posé la question. J'entendais mon père très fier des écoles qu'il avait faites. Et donc, pour moi, c'était assez... je voyais ça comme quelque chose de très attractif et ça m'attirait d'aller... Parce qu'il a fait le Polytechnique, puis il allait faire son MBA à Harvard après, donc c'est quand même 2 des plus grandes écoles dans le monde. Oui, exactement. Et pour lui, ça avait vraiment forgé qui il était et le sens qu'il donnait, je pense, à son métier, à sa vie et à un certain nombre de choses. Il nous répétait régulièrement la maxime de l'école Polytechnique, donc on l'avait en tête. Pour les sciences, la patrie et la gloire. Et il retournait de temps en temps à Harvard quand il y avait des réunions d'anciens élèves. Il en avait gardé vraiment un réseau et des amitiés fortes. Et pour le coup, une culture américaine qui l'avait beaucoup marqué. Ouais. Toi-même, donc on parlait de tes 2 petites filles. Comment elles sont toutes jeunes, mais comment tu te projettes justement avec Mathieu, leur papa? Comment vous projetez justement dans cette éducation? Pour toi, ça va être la même chose? Tu vas dire, très rapidement, on va leur parler de ces écoles-là. Je trouve qu'un beau cadeau, c'est de savoir se concentrer. De s'asseoir à une table, sans téléphone, sans notification, avec un papier et un crayon et de rester concentré 1 heure, 2 heures, le temps qu'il faut. Et ça, j'aimerais bien leur transmettre ça, c'est certain. Leur faire découvrir des matières diverses et variées pour éveiller leur curiosité. T'aimes bien aussi potentiellement le fait qu'elles puissent s'ennuyer? Oui, je pense que ça, c'est important. Pouvoir s'ennuyer, parce qu'aujourd'hui, on est tellement sollicité tout le temps, mais s'ennuyer, ça peut être marcher dans la forêt, et à quoi je pense, en fait. Alors, j'aimais pas la marche petite, hein. On m'aurait pas fait faire ça, mais je pense que s'ennuyer, c'est clé. On va essayer de savoir un peu justement ce qu'il y avait dans ta tête quand tu étais petite. On va avoir une première pause amicale, je devrais dire une pause familiale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît très bien de te poser une question surprise. On écoute. Et coucou. Bah écoute, dans cette pause où l'on prend le temps, je te propose de voyager dans le temps. Et donc, j'ai 2 questions à te poser. La première, c'est si tu avais la chance de pouvoir voyager dans le passé et de te rencontrer à l'âge de 8 ans, quels seraient ces échanges que tu aurais avec cette petite fille qui arrive dans la vie? Et la deuxième question, c'est d'aller dans le futur et de te rencontrer à 80 ans. Et quels seraient ces échanges avec cette dame à 80 ans? Voilà, je pense que c'est 2 beaux aspects de savoir d'où l'on vient et où l'on va, et quelles sont ces questions que l'on pourrait se poser à soi. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Donc on parle de Mathieu, qui est le papa de tes enfants, l'homme de ta vie, et qui est aussi pilote. Toi, la petite fille de 8 ans, tu me parlais de cette petite fille justement. La petite fille de 8 ans, je pense que je lui dirais de s'écouter, de profiter, prendre le temps, mais vraiment de s'écouter pour essayer de mieux comprendre qui elle est, écouter ses sensations, ses émotions. Je pense que c'est quelque chose que j'ai très peu fait, à force d'observer l'extérieur. Je ne me suis pas observée de l'intérieur. Et à 8 ans, toi, tu voulais faire quoi, toi, à 8 ans? T'as une idée? Tu te souviens de quelque chose? Je me posais absolument pas la question. Je pense que j'avais 2 surnoms. J'avais Miss Pourquoi, et donc je me souviens que je passais mon temps. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui était assez cultivé et qui pouvait me répondre. Pourquoi? C'est ma grosse hantise pour mes filles. Je me dis, mais si elle me pose les mêmes questions que ce que je lui posais, je ne saurais jamais répondre. Et l'autre surnom? Et l'autre surnom, c'était Lorenzen. Ah ouais. J'étais toujours très calme. Voilà. Je
pense que le calme, c'était quelque chose qui me caractérisait beaucoup. Je me dirais plus confiance en toi, écoute-toi et va vers les autres. Je pense que c'était ça qui me manquait à l'époque. Je pense que c'est encore le cas, hein, pour moi, bien te connaître. T'es quand même t'es très posé, tu es assez zen, il y a une sorte de certaine plénitude qu'on sent chez toi. Oui, qui est, je pense, pas la même qu'à l'époque. Je pense qu'elle est plus vraie aujourd'hui qu'elle ne l'était. Ou en tout cas, il y a eu une période de ma vie où elle l'était moins, où je pense que j'ai eu de l'anxiété, qui n'était pas visible, parce que je pense que je la gardais au fond de moi. Elle explosait de temps en temps en rentrant à la maison, et Mathieu l'a connue, je pense, mais c'est même sûr. Mais à l'époque, je pense c'était vrai, ça l'est aujourd'hui, et je pense que j'ai eu une phase entre les deux. C'était un zen un peu différent. 80 ans. 80 ans. J'ai bien aimé, il a utilisé le mot dame, alors j'ai essayé de me visualiser en dame. J'ai toujours du mal là-dessus. Mais je me dis que dame, c'est assez empreint de sagesse. La femme de 80 ans, j'ai envie de lui dire, je n'ai pas de regrets. Ouais. N'aie pas de regrets, regarde ce que tu as fait et sois satisfaite. Ton enfance aussi, à un moment, tu rêves de devenir vétérinaire. Oui. Hein, ça, c'est un point assez important, mais c'est la souffrance des animaux. C'est vrai que c'est pas facile. Si la souffrance des animaux te pose problème, ça va pas être parfait pour toi. Tu fais une prépa, études d'ingénieur au sein d'un gros Paris-Tech, et c'est au cours d'un forum des métiers que tu as découvert cette voie-là. Alors, explique-moi comment ça se passe. Si tu rencontres quelqu'un qui... J'ai eu la chance, en fait, en première, on avait un forum des métiers. Donc, on avait d'anciens élèves de l'école qui venaient et qui parlaient de leur métier. Et je me souviens de cette femme, je me souviens absolument pas de son prénom et de son nom, mais je pourrais la remercier tous les jours de ma vie, je pense, qui m'a dit, mais si tu aimes les matières scientifiques, fais l'agro. Tu garderas toutes les matières scientifiques au même niveau. Et je me suis dit, c'est génial. J'ai pas à choisir entre les maths et la bio pour comprendre comment fonctionne le monde. Je vais pouvoir apprendre les deux encore pendant quelques années. Et donc, je me suis dit, je fonce. C'est cette donc, rencontre. En fait, c'était pas dans la perspective d'un métier ou quelque chose, c'était vraiment pour l'année prochaine, qu'est-ce qui me fera plaisir et qu'est-ce qui me nourrit. T'avais pas de projet à ce moment-là? Je me demandais 18 ans, pas, en fait. Là, t'avais 16 ans en première. Oui, j'avais 16 ans, je me posais pas la question. En fait, je me disais, l'année prochaine, qu'est-ce qui me fera plaisir, qu'est-ce que je vais apprendre. Et ton papa et ta maman commençaient à pouvoir vous montrer avec ta sœur déjà qu'il y a un moment ou un autre, peut-être que vous les ayez rejoindre l'entreprise familiale, ou c'était même pas un sujet? Ils nous en parlaient pas encore à l'époque. J'essaie de me souvenir quelle taille avait l'entreprise familiale quand j'avais 15-16 ans aussi. Évidemment, plus petite que ce que c'est devenu aujourd'hui. 2012, donc tu termines l'agro et là tu vas rejoindre les épiciers d'HEC, Oui. Un master sur l'entrepreneuriat. Est-ce que là ça a été un petit peu motivé par tes parents, te dire ça venait vraiment de toi, tu avais vraiment envie de faire HEC? J'avais envie de compléter avec quelque chose qui était plus lié au management, à l'entreprise. J'avais déjà fait une spécialisation liée à l'entreprise, à l'agro. Je dirais, mon hésitation, elle était, on m'avait dit, si tu fais ça, tu feras pas de MBA. Et je me suis dit, mince, moi je rêve de faire un MBA parce que j'en entends tellement parler avec des étoiles dans les yeux de mon père que j'ai envie de faire ça. Donc c'est plutôt ça qui m'avait fait me penser, peut-être que je vais pas le faire. C'était une passerelle qui venait d'être ouverte avec l'agro. L'agro pouvait présenter 5 élèves aux oraux et aux entretiens, et je me suis dit, je vais tenter ma chance. Je sais que mon père aurait, je pense, validé le master dans le sens où il était intervenant à l'époque dans ce master, dans la phase redressement d'entreprise. Et donc je me suis dit, ça doit être un endroit où je vais rencontrer des gens passionnants. Je pense les personnalités les plus marquantes de ma vie d'étudiante, je les ai rencontrées là-bas. On parle de grandes études. Toi, aujourd'hui, qui est à la tête d'un grand groupe, c'est important pour toi les diplômes? J'y ferai pas plus attention à quelqu'un qui a fait HEC plutôt qu'une autre école. Je pense que la première chose que je regarde, moi, c'est la personnalité et les valeurs. On a un groupe familial, donc ce qui compte le plus, ce sont les valeurs. J'ai besoin que tout le monde s'inscrive dans les valeurs du groupe. Je veux pas avoir, entre guillemets, le verre dans la pomme sur des valeurs qui seraient à l'opposé des nôtres. Donc c'est la première chose que je regarde. Alors c'est plutôt à l'entretien qu'on le voit que dans les CV, donc c'est pas évident. Pour moi, les études, ça garantit quelque part, c'est un peu un cachet qui dit voilà, j'ai une tête bien faite. Et je cherche plus des modes de raisonnement chez les gens que des compétences, des savoirs, que des connaissances pures et dures. Donc je regarde pas uniquement le diplôme, non. Tu parlais tout à l'heure que ton papa aurait certainement validé, parce qu'on se retrouve en 2012, et le drame de ton papa et de ta sœur se déroule en 2011, donc l'année d'avant. Tu les perds l'un et l'autre, donc un accident d'avion. Ton papa est
fan d'aviation. Enfin, je crois que c'est toute la famille. Je crois que vous êtes picousés. Oui. Hein. Depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Dans mon dernier livre, Pause, je parle beaucoup du fait de regarder nos failles, nos blessures en face, de pas les taire, pour mieux les surmonter et en faire des forces. Comment tu fais, toi, à ce moment-là? Tu es toute jeune, tu perds ton sang. Comment tu fais pour voir qu'il y a un minimum de ciel bleu quelque part au loin, quoi? Alors, moi, j'avais eu une première expérience de perdre quelqu'un de proche. On parle de ton amie? Oui, qui était ma meilleure amie, que je considérais comme une deuxième sœur, en fait. C'était en quelle année que tu avais? C'était en 2007 Là, que je l'ai perdu. 18 ans. Donc, j'ai 18 ans. Ouais. J'étais en prépa, accident d'équitation. Je dirais presque un concours d'équitation sur lequel j'aurais pu être aussi. Ouais. Et donc ça avait été une période où ça m'a beaucoup fait réfléchir. Quand tu dis beaucoup faire réfléchir, qu'est-ce que tu veux dire par réfléchir? Qu'est-ce qu'il y a après? La vie après la vie? Oui. La vie après la vie après ce qu'on vit ici. Pourquoi moi? Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Le sens des amitiés qu'on noue. L'importance des gens, ce qu'elle m'avait, et finalement aussi ce qu'elle m'avait apporté dans la vie et comment ça continuait à vivre à travers moi. En fait, je savais pas trop à quoi je croyais sur est-ce qu'elle est encore quelque part, mais en tout cas, ce qui était certain, c'était que je lui rendais hommage en continuant à faire vivre tout ce qu'elle m'avait apporté et appris. Et donc ça, c'était clé. Et donc en fait, ça a résonné encore en moi quand j'ai perdu mon père et ma sœur. Je pense que le plus dur, ça a été de perdre ma sœur. Quelque part, perdre son père, c'est dans la logique des choses. Il est parti avec sa passion, il voulait pas vieillir. Je pense que ça... Alors, c'était trop tôt, bien sûr, mais c'était probablement la plus belle mort dont il aurait pu... C'est ton papa qui pilotait? Oui, c'est mon papa qui pilotait. Je pense que ce qui était difficile pour moi, c'était de me dire qu'il aurait probablement jamais voulu emmener sa fille avec lui, en disparaissant. Donc ça, je pense que c'est le défaut qu'il y avait dans cette belle mort pour lui. Mais très jeune. Et trop jeune, mais il voulait pas passer la soixantaine, je crois. Il s'était fixé des objectifs pour 50 ans, mais 60, ça lui plaisait pas du tout. Bon, bien sûr, trop jeune. Je pense que pour mon frère, c'était trop jeune aussi pour perdre son papa. Il a peu connu. Il l'a connu, mais pas suffisamment. Ils étaient très proches. Est-ce que ça vous a fait être encore plus proches? Alors, je pense que ça a eu une vertu pour moi, c'est que ça nous a appris à revoir ce qui était important dans la famille. C'est-à-dire qu'il y avait un équilibre quand même entre mon papa et ma maman, avaient chacun une façon de vivre la famille qui leur était propre. Mon frère et moi, on trouvait chez l'un ou chez l'autre des choses qui faisaient écho chez nous. Et quand on a perdu mon papa, je pense qu'il y a eu une phase de déséquilibre pour moi. C'est-à-dire que mon papa était celui qui préservait un noyau familial très restreint. Ma maman était celle qui faisait venir des extérieurs, qui nous faisait tous grandir, des discussions et qui recevait beaucoup à la maison. Et je pense que ça nous a permis aussi d'avoir certaines discussions sur la religion aussi, qu'on n'avait jamais eu en famille, qui étaient dans les sujets dont on parlait peu. Moi, ça m'a permis de questionner ma maman sur pourquoi tu crois. Est-ce que tu t'es posé la question de si tu étais née dans une autre famille, est-ce que tu serais peut-être musulmane au lieu d'être chrétienne catholique? Voilà, des tas de questions que je m'étais posées. Et qui là étaient mises. En tout cas, j'avais un événement qui me permettait de les poser. Mais sur la famille elle-même, je pense que chacun réagit à sa façon et là-dessus, on a tous réagi de façon très différente entre ma maman, mon frère et moi. Aujourd'hui, avec mon frère, on n'en parle pas énormément, mais on a mis beaucoup de temps à pouvoir en reparler, je pense, aussi, de comment est-ce que chacun l'a vécu. Ton frère qui ne travaille pas dans le groupe? Non, il est au conseil de surveillance. Conseil de surveillance. Mais je veux qu'il puisse suivre son chemin et rejoindre le groupe quand il le voudra. Je préfère que ma vie soit courte mais intense. Je pense que c'est la qualité plutôt que la quantité qui compte. La qualité des jours plutôt que leur quantité. Tu parlais de vie après la vie. Moi, j'ai eu un drame dans ma vie. Je pense qu'on est très nombreuses et très nombreux à avoir eu des drames. Hein. Et donc là, moi, j'ai perdu mon frère. Et ça m'a un peu comme toi ouvert les yeux. En tout cas, ça m'a poussé à ouvrir les yeux. En tout cas, d'avoir une idée, en tout cas, sur la vie après la vie. Toi, quand ça t'arrive, d'abord pour ta meilleure amie, puis après ta sœur et ton papa, tu creuses, tu te renseignes, tu parles, tu fais de l'introspection. Aujourd'hui, tu crois à quoi? Je crois en tout cas que notre vie ici n'est qu'un passage au long qui fait partie d'un cheminement plus large. Et donc je sais pas sous quelle forme, je sais pas exactement comment ça se passe avant-après, mais je crois qu'on est ici pour apprendre certaines choses, qu'on embarque plus tard. Il y a des moments où tu as senti leur présence? Je sais pas si c'est
eux précisément, je sais pas exactement. On m'a donné des informations, parce que j'ai exploré beaucoup de choses. Je sais pas exactement à quel point j'y crois ou pas aujourd'hui. J'ai voulu m'ouvrir à différents points de vue sur la vie après la vie et à quel point notre âme continue, peut être présente, se faire ressentir. T'es allé voir des médiums? J'ai pas été voir pour essayer de me connecter, mais quelqu'un m'a dit un jour, les crises d'angoisse que tu fais, ce n'est pas toi. C'est lié à ta sœur. Et donc j'ai voulu comprendre. Et j'avais fait, non, moi j'ai plutôt exploré l'hypnose en fait, et ça a été très bénéfique pour moi. Ça m'a permis de modifier l'image qui venait à mon esprit quand je pensais à ma maman, notamment, de plus la voir malade, puisque les dernières années je l'ai connue malade, et donc les premières images qui me venaient c'était ma maman malade. La deuxième chose c'était de la voir réunie avec mon papa. Puisque pendant les 7 dernières années de sa vie, elle était sans mon papa, elle était seule. Et en fait, quand je pensais à elle, du coup, je revoyais ma maman malade et seule. Et en fait, avec une séance d'hypnose, ça a été un peu douloureux sur le coup, mais maintenant, quand je pense à elle, je la revois réunie, rayonnante, et ça change tout. Merci pour le conseil. C'est toujours bien de partager avec les auditrices et les auditeurs. Donc, il y a le sujet d'hypnose. Moi, j'ai plutôt travaillé sur la vie après la vie, des médiums, et c'est incroyable. C'est exceptionnel. Donc aujourd'hui, moi qui étais un peu fermé sur certains sujets comme cela, moi aujourd'hui je suis beaucoup plus ouvert. Pour ceux qui perdent quelqu'un de très proche, il faut avoir cette foi qu'il y a quelque chose après, et puis potentiellement reparler aux gens qui sont partis. Il y a des médiums qui aujourd'hui exercent, qui ont un don, donc je peux que le conseiller. L'hypnose est un autre... Je suis d'accord avec toi, c'est 2 axes complémentaires, je pense. Et puis c'est vrai que ça fait tellement mal qu'il faut essayer de travailler, il faut essayer de trouver des... Ouais, et je pense que au-delà de dire ça fait mal, pour moi, le point important, il faut essayer de travailler ça. Je pense qu'il ne faut pas juste l'enfouir et voir si un jour ça ressort. Parce qu'en fait, je trouve que c'est délétère sur les relations qu'on a au quotidien. Parce qu'il suffit que dans une relation avec quelqu'un, ça appuie sur un petit bouton, on a une blessure et on va réagir de façon démesurée, alors que la personne en face n'y est pour rien, c'est juste qu'on a des blessures qu'on n'a pas soignées. Donc, départ de ton papa, t'as André Lebrun qui prend la direction du groupe, jusqu'à que ta maman prenne le relais en 2013. Puis en 2017, donc, tu rejoins l'entreprise familiale. Au départ, tu vas faire totalement autre chose, donc tu vas pas tout de suite après tes études, parce que là je te retrouve en Afrique du Sud, tu travailles pour le groupe Urgo, et là je te retrouve finalement que 4 années après ton début ailleurs, dans le monde professionnel, et tu rejoins pour être responsable d'exploitation du pôle hôtellerie, qui est un pôle important chez vous. Pourquoi t'as attendu 4 ans? Et en plus, là, tu vas loin, c'est que tu restes pas à Paris. Tu prends... Tu largues les amarres, tu vas très très loin. Afrique du Sud, c'est pas tout vrai. Ça m'a fait du bien. Ça t'a fait du bien, aussi. Je suis sûr. Ça m'a fait beaucoup de bien, pour d'autres raisons. Mais non, la première chose, c'est qu'à l'issue de mon master, il fallait que j'ai une expérience de stage de bras droit d'entrepreneur ou de bras droit de dirigeant. Donc, j'ai commencé chez Urgo et je voulais partir en Afrique subsaharienne. Donc ça m'a été... C'était une période magique et je serais volontiers restée là-bas beaucoup plus longtemps, si j'avais pu. Pourquoi pas tout de suite rejoindre le groupe? À l'époque, on avait un laboratoire pharmaceutique dans le groupe. Et donc, j'avais combiné le fait de partir avec une expérience dans l'industrie pharmaceutique. Et quand j'en avais parlé avec mon père plusieurs années avant, il me disait, je te verrais très bien faire tes armes petit à petit à la Coopère et puis un jour diriger la Coopère. Donc, je me projetais dans le groupe plutôt comme dirigeante d'une des entreprises qu'à la holding, qui n'était pas forcément quelque chose auquel j'aspirais à l'époque. Donc, quelque part, je m'inscrivais un peu c'est une progression pour ça. Et puis, ma mère a vendu la Coopère quand j'étais en Afrique du Sud. Donc, en rentrant, je me suis dit, peut-être qu'il faut que j'acquière d'autres compétences. Et pourquoi elle l'a vendue d'ailleurs? Alors qu'elle savait que c'était un sujet qui, toi, t'intéressait? Non, j'en avais jamais parlé avec elle, je dois dire. Avec le recul, je me dis, j'en avais jamais parlé avec elle. Et je pense avec le recul que c'était une décision sage d'un point de vue de l'entreprise, de gestionnaire. Tu n'avais pour jamais l'entreprise parlé, elle-même, non, on n'en avait jamais parlé. Mais même pour la Coopère, je pense que c'était mieux. On n'était plus le bon actionnaire pour l'accompagner dans les prochaines étapes de croissance. Donc, on parlait de Caravelle, on en a parlé plusieurs fois. Pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas de connaissance du groupe Caravelle, est-ce que tu peux nous faire le pitch de qu'est-ce que Caravelle? Qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce qu'on fait? On est un groupe familial diversifié et on accompagne des entreprises françaises dans leur développement et dans la poursuite de leur mission en ayant une vision long terme et on mise sur des hommes, on accompagne des hommes avant tout. Voilà. Alors, donc diversifié, donc tout à l'heure j'expliquais ce que on pouvait comprendre, en tout cas c'est comme ça que ton papa a créé le groupe au départ, c'était vraiment un sujet de reprise d'entreprise, redressement, reprise d'entreprise, plutôt en difficulté, avec justement un nouveau management, avec une vision parfois différente pour pouvoir remettre ces entreprises sur les rails. Faut bien comprendre que ça a été une période quand même assez en or, la France, sur ces sujets-là. Des gens que vous connaissez, toutes celles qui nous écoutent et qui nous écoutaient. Bernard Arnault s'est construit comme ça. François Pinault s'est aussi construit comme ça. Michel-Édouard Leclerc s'est construit comme ça. Donc, évidemment, on a beaucoup parlé de Bernard Tapie, mais le début d'un grand nombre de ces grands chefs d'entreprise, de ces grands chefs d'entreprise, s'est construit au départ en trouvant une opportunité, en achetant une entreprise et en rechangeant, en fait, en la faisant évoluer. Toi, ton papa, il voit quelque chose un peu avant les autres, il dit tiens, on va construire un groupe que là-dessus, parce que c'est pas une entreprise, ça, il en a fait ça. Il l'a fait plusieurs fois, hein. Je pense pas qu'il ait vu ça avant les autres. Je pense qu'il y avait deux choses. La première, il n'avait pas les fonds pour investir dans des entreprises qui allaient bien. Ça, c'est la première chose. Donc, je pense que c'était moins cher d'acheter des entreprises en difficulté pour se lancer. Et aujourd'hui, Caravelle, maintenant qu'on est plus solide, on n'investit plus dans des entreprises en difficulté. On a quitté ce métier-là et on accompagne des entreprises in bonis. C'est combien de temps que vous avez quitté totalement? Alors, la date, il y a eu la création d'Arcol Industries, qui était dans laquelle mon père a continué de s'impliquer parce qu'en fait, il aimait trop le métier du redressement d'entreprise. Donc, la création d'Arcol, c'était pour repositionner Caravelle sur l'investissement in bonis, mais lui a continué finalement à travailler plutôt sur le redressement pendant quelques années encore. Et il suivait, mais c'est plutôt après son décès que ma mère a continué à vraiment acter le repositionnement sur l'investissement in bonis. Ouais, donc ça fait maintenant comme quelques années où... Oui. Depuis 2011, c'est très clair. Donc, déjà avant. Si un très bon dossier là d'une entreprise de redressement, tu le vois, c'est pas pour toi, c'est plus pour vous. Je leur dirais d'aller voir l'équipe d'Arcol Industries, parce qu'il y a encore des collaborateurs qui avaient rejoint l'équipe de mon père, qui faisaient partie de son équipe et avec qui il avait travaillé pour essayer de transmettre aussi son savoir-faire. Ma mère insistait beaucoup pour qu'il transmette son savoir-faire. Donc, et quand toi, tu t'as entendu justement, tu disais que tout à l'heure ton papa voulait pas être trop associé à Bernard Tapie. Pourquoi tu crois que tu as eu une mauvaise image de ces entreprises ou de ces entrepreneurs qui essaient justement de remettre sur les rails ces entreprises? Ce que j'en ai retenu, parce que j'étais petite à l'époque où il m'en parlait, c'est qu'en tout cas, la façon dont mon père voulait le faire, c'était en ayant toujours en tête l'intérêt de l'entreprise elle-même. Et pour lui, il reprenait la direction générale des entreprises lui-même et il agissait vraiment en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, pas en tant qu'actionnaire. Donc les décisions qu'il prenait étaient toujours dans l'intérêt de l'entreprise et jamais dans l'intérêt premier de l'actionnaire. Ça peut être aligné, mais il y a des phases où ça peut être désaligné. Et notamment au moment d'un redressement, liquider des biens immobiliers plutôt que réinternaliser les actifs immobiliers pour ne plus payer de loyer, il peut y avoir des décisions qui ne sont pas les mêmes selon qu'il y a du cash à apporter en tant qu'actionnaire ou pas. Et donc mon père, en étant dirigeant des entreprises, agissait toujours dans l'intérêt des entreprises elles-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de fort qu'on veut garder aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis qu'on est plutôt un groupe diversifié qu'un investisseur. Et dans ce groupe diversifié, une grande partie, une partie non négligeable aujourd'hui de votre activité, c'est dans l'hôtellerie, au sens le plus large possible. Tu as fait agro, oui, tu as fait HEC. Je t'ai retrouvé à Ergo en Afrique du Sud, et là tu rentres sur l'eau d'hôtellerie. J'avais questionné ma mère une fois ou deux en disant mais au fait, quand est-ce que tu vas t'arrêter d'acheter des hôtels ? Parce que j'y connaissais rien, j'avais pas d'affinité particulière pour l'hôtellerie, encore moins l'hôtellerie de luxe à l'époque. C'était pas dans le luxe qu'on voyageait étant enfant, donc je comprenais pas très bien. Et sa réponse c'était comme ça, c'est assez liquide, si vous voulez les revendre et investir dans autre chose, vous pourrez.
Donc bon, donc c'était plus parce que quand j'ai rejoint Caravelle, ma mère était malade et la partie qui était la moins mature et où elle avait besoin de renfort, c'était sur l'hôtellerie. On avait une personne qui était déjà son bras droit sur l'hôtellerie et l'idée était que je vienne moi aussi la décharger. Moi, ce que j'espérais, c'était la décharger pour qu'elle prenne soin d'elle. Et elle, je sais pas exactement, mais elle, c'était surtout que je vienne observer sa façon de travailler parce qu'elle était une fervente convaincue d'apprendre en observant. Elle savait que c'était toi la ligne héritière de Caravelle. Je pense qu'elle, en tout cas, quand j'ai rejoint le groupe, elle hésitait peut-être encore un peu, mais elle savait que je serais dans le groupe pour assurer une suite, sans savoir si je pourrais être directrice générale du groupe ou s'il fallait recruter quelqu'un pour prendre ce poste. Comment ça arrive à ce moment-là ? Tu as 28 ans à ce moment-là ? Les 6 premiers mois, quand j'ai rejoint et que ma mère était là, ça a été un peu spécial. C'est-à-dire que ma mère était malade et le premier mois de mon arrivée a été rocambolesque. Et je me suis posé la question au bout de 5-6 mois de repartir du groupe, très clairement. Donc le premier mois, ça a été, mais ça doit pas être tout à fait habituel. Depuis combien de temps ça dure et comment je m'inscris là-dedans ? Ensuite, ça a été je ne veux pas être un pantin, parce qu'elle m'avait dit que j'observais. Et donc la façon dont elle m'avait présenté à tout le monde, c'est Lorraine est là pour observer. Ensuite, quand elle pouvait moins se déplacer, en fait, j'y étais un peu par la force au début sur comment je peux prendre une capacité de prise de décision pour pas avoir l'impression de faire juste du téléphone arabe quand je me rendais en déplacement à sa place parce qu'elle pouvait plus se déplacer. Même si elle a tenu avec une volonté de faire, elle partait en déplacement avec sa bouteille d'oxygène en avion. Enfin bref, encore autre chose. Une vraie volonté et détermination. Qui m'ont marqué et je pense qui forgent aussi. Mais j'ai été un peu obligée de prendre la main là-dessus. Ça a été une période assez difficile qui a beaucoup resserré les liens avec son équipe proche et le premier cercle chez Caravelle au siège qui m'a permis d'apprendre à connaître l'équipe, ce qui a été très précieux. Notamment 1 an après, quand il a fallu que je reprenne la suite, je savais que j'avais des personnalités en or et des personnes de confiance sur qui je pouvais compter. Ouais. Et procès en légitimité, tu l'as senti plusieurs fois, une fois femme, héritière. Lesquels des 3 étaient le plus... Alors, le premier sur l'hôtellerie, c'était peut-être la légitimité, mais Parce que tu connaissais rien. Je connaissais rien, mais comme j'étais pas arrivée pour faire moi-même, j'observais et je faisais confiance à mon esprit analytique pour regarder si tout me paraissait logique et poser des questions quand ça me paraissait pas logique. Et avec beaucoup d'humilité, quand on pose des questions, les gens le prennent pas mal. Et quand on dit je n'y connais rien à l'hôtellerie, c'est encore plus facile de poser des questions quand quelque chose semble clocher et la personne peut tout à fait corriger, rattraper sans perdre la face de cette façon-là. Donc je dirais sur la légitimité, la première année, c'était pas trop un problème quand j'étais sur l'hôtellerie. Ça a été beaucoup plus difficile quand j'ai voulu comprendre le métier quand même d'investisseur, qui est in fine ce qu'on fait. On est actionnaire et on n'est plus opérationnel comme on était à l'époque. Et donc il y avait une partie qui était accompagnement d'un dirigeant beaucoup plus mature, expérimenté que moi. Je faisais un call toutes les semaines avec lui. Et mon idée, elle était d'essayer de comprendre ce que je pouvais lui apporter. Et là, j'avais un peu de mal à voir. Quand je venais en conseil de surveillance ou board dans des entreprises, je me disais, mais bon, j'observe, c'est bien. Je me sentais un peu bête. Illégitime, en tout cas. Ouais, illégitime. Et donc, légitimité chez Caravelle, je m'étais dit, bon, c'est une chose. Légitimité dans le métier qu'on fait vis-à-vis de l'extérieur et de nos partenaires, c'était plus difficile. Et là, l'âge jouait beaucoup. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu ne peux pas vieillir, prendre 10 ans en 2 mois. Donc, comment tu es arrivé à compenser ce syndrome-là, ce syndrome un peu d'imposteur en disant je ne devrais pas forcément être là? Je pense que le syndrome d'imposteur, je me suis posé la question, il y a quelques mois, si je l'avais ou pas, je m'étais jamais posé la question avant. Je suis pas sûre de l'avoir compensé complètement, celui-là. En revanche, j'ai essayé d'apprendre vite. Et d'être humble et de poser un maximum de questions. Travailler, rentrer dans les détails et poser des questions. Poser des questions, ça je le dis à chaque fois. Poser des questions. Moi, je pars du principe qu'on ne sait rien au départ. Donc, en particulier quand on veut faire quelque chose bien, poser des questions à chaque fois. Ne pensez pas savoir, c'est très important. Et donc, tu disais qu'encore... Et j'ai fait de cette illégitimité, de ce sentiment d'illégitimité, une force et de cette inexpérience. Parce que je m'étais retrouvée là plutôt par accident, entre guillemets. Et ça me permettait de dire aux gens, voilà, j'y connais rien au métier d'investisseur, donc je pose des questions un peu de béaba et c'est pas grave. Après, maintenant, ça devient un peu plus difficile de poser les mêmes questions vraiment béaba. J'en dis là, ça suffit là. Mais voilà, là, ça y est. Tu nous as eu il y a 7 ans. Lorraine,
passe à une autre pause amicale. On écoute. Hello Lorraine, je suis ravie de participer à cette pause amicale. La question que j'aurais pour toi aujourd'hui, c'est comment finalement s'entourer et savoir s'entourer de personnes de confiance, de personnes avec des expertises pointues et également et surtout de valeurs partagées quand on est dans une entreprise familiale. Question de quelqu'un que j'aime beaucoup, Marine d'Entresang. La première chose, c'est que je me suis concentrée sur l'intérieur en me disant j'ai déjà tellement de choses à apprendre et de temps à passer sur comprendre qui on est et comment on fonctionne que je me suis pas forcément laissée trop aborder par l'extérieur. Une fois passée cette première phase, je pense que ce que ma maman a fait appeler à une époque en disant il faut se méfier des vautours, Oui, mais ce qui est vrai, bien sûr. j'ai repris contact et je mise beaucoup plus sur les mises en relation. C'est-à-dire que je pars des gens que je connais et je leur demande de me présenter quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est une façon de se rassurer sur les valeurs des personnes que je rencontre. Et de plus en plus, je fais confiance à mon instinct. Il m'a fallu quelques années pour l'apprendre, mais on le sent assez vite. T'en vois encore souvent des vautours ? Tu les vois arriver ? Je pense que maintenant, je les vois arriver. Ah ouais. Et je le prends avec beaucoup plus de détachement aujourd'hui qu'à l'époque. Et tu penses t'être fait avoir ? Je pense peu parce que justement j'étais pas... En fait, je pense plutôt avoir raté des opportunités de belles rencontres que de m'être fait avoir par des vautours. Parce que tu Parce pensais que du c'était... coup, je m'étais éloignée de tout. Ouais, t'avais fermé ouais. les écoutes. Donc je pense que j'ai plutôt raté des rencontres dans un premier temps. Et je me rouvre beaucoup plus parce qu'en fait, je pense qu'il vaut mieux prendre le risque d'avoir quelques vautours qui viennent et qui piquent quelques miettes que de rater des belles rencontres. Merci Marine pour ta question. Tu te retrouves à faire autre chose et tu te retrouves un peu obligé en fait de reprendre les clés du camion. Il y a beau camion peut-être, mais c'est quand même pas forcément ce que tu aurais imaginé en fait. À cet âge-là en tout cas. Non, effectivement. Tu sais quoi ? Avant que tu nous répondes, on va avoir une autre pause. Une autre pause, parce qu'elle est très en phase avec ce que je viens de te poser comme question. On écoute quelqu'un qui était très important pour ton groupe, pour ton papa, pour ta maman, et maintenant pour toi. Oui, c'est Marc-Olivier Laurent. C'est une question pour Lorraine. Lorraine, on a bien connu ensemble la transition, j'ai beaucoup connu tes parents, et j'ai souvent pensé à cette question quand je t'ai vu prendre jeune la responsabilité de la présidence et de Caravelle. Au fond, quelle est ta réaction au fait que tu as fait ça à l'âge de 30 ans, en pleine jeunesse, et au fond, ton destin t'a un peu obligé à reprendre ses responsabilités familiales. Est-ce que quelque part, tu n'as pas ressenti un peu un conflit entre la liberté de la jeunesse, l'insouciance de la jeunesse, et puis le fait de devoir prendre ses responsabilités parce que c'était ton destin familial, voilà. Donc j'aimerais un peu que tu me parles de ça, d'avoir été plongé si jeune dans la vie vraiment adulte. Et est-ce que quelque part ça ne t'a pas laissé quelques nostalgie, si je puis dire. Voilà, écoute, je serais très heureux d'avoir ta réponse. D'abord, Marc-Olivier, c'est effectivement quelqu'un que je dois remercier 1000 fois, qui m'a énormément accompagné dans la transition. On parlait des gens de confiance qui étaient là au moment où j'ai dû reprendre Caravelle, et c'est quelqu'un qui a vraiment été là. Donc, si on peut définir Marc-Olivier, aujourd'hui c'est le président du conseil de surveillance. Il était là au préalable, il a fait une carrière incroyable dans un grand groupe bancaire, Rothschild. Et donc c'était quoi ? C'était ta maman, c'était ton papa qui l'avait... Alors, c'était mon papa qui le connaissait, déjà, et j'ai déjà un souvenir, c'était bien avant l'accident de mon papa et de ma sœur, de mes parents nous expliquant, à ma sœur et moi, parce que mon papa et ma maman partaient en avion tous les deux parfois, et donc ça aurait pu être ma maman à bord de l'avion. Les 3 vols qui ont précédé, c'était ma maman qui était dans l'avion et pas ma sœur. Et nos parents nous avaient dit à l'époque, s'il nous arrive quelque chose, vous demandez à Marc-Olivier de reprendre la présidence de Caravelle. Et vous pouvez lui faire confiance. Et donc, j'avais toute confiance en Marc-Olivier, en ses valeurs. Donc c'est quelqu'un, voilà, déjà bien avant 2011, je savais que c'était quelqu'un sur qui je pourrais compter, en tout, mais je le connaissais très peu à l'époque. Je l'ai rencontré petit à petit au conseil de surveillance. Donc voilà, il te pose cette question-là. Oui. En fait, tu vois, il termine par nostalgie
on pourrait penser regret. Est-ce que cette charge mentale qui est la tienne à 29 ans, cette insouciance qui disparaît très tôt chez toi? Alors, je pense qu'elle a disparu un peu plus tôt que ça, mon insouciance. Je pense qu'elle a disparu au moment où j'ai perdu mon papa et ma sœur. Bien sûr. Et je pense qu'à l'époque, j'ai perdu certains aspects de joie de vivre que j'ai retrouvés en partant en Afrique du Sud aussi. La reprise de Caravelle, je pense que sur le coup, je me suis pas posé la question, je l'ai fait. On m'a ensuite posé la question de si je le faisais par devoir ou par choix. Ça a été une longue réflexion et c'est un devoir, on est d'accord. Je pense que c'était un choix par sens du devoir. Tu mets les dents en même temps. Oui, parce que je pense que le sens du devoir me fait partie de moi, finalement. Est-ce que tu avais d'autres choix? Alors, ma mère nous disait avec mon frère, si vous voulez le gérer comme une ligne sur votre compte en banque, vous pouvez. Je me suis dit, dans ce cas-là, c'est plus un groupe familial. Et pour moi, oui, l'actionnariat peut être familial, mais pour moi, c'est pas un groupe familial s'il n'y a pas des membres de la famille quelque part. Je pense qu'ensuite, il m'a fallu un peu de temps pour m'autoriser, en revanche, à faire un peu dévier Caravelle de la ligne qui était déjà définie, pour que ça corresponde un peu plus à qui j'étais et à ce que je voulais faire. Et je pense que j'ai fini par me dire que cette lourde responsabilité était aussi une belle chance de réorganiser, ou en tout cas de donner l'impulsion que je le souhaitais, et pour que ça me corresponde. Et je me donne encore plus cette chance aujourd'hui. Depuis que j'ai été en congé maternité, je me dis, voilà, c'est une question que mon coach me posait en me disant, si tu partais de la situation où tu es aux Seychelles, les doigts de pied en éventail, qu'est-ce que tu veux faire dans le groupe? Tu peux choisir. Le sens du devoir faisait que moi, je considérais qu'il fallait que je travaille et que je fasse, que je comprenne ce que faisaient mes équipes, etc., complètement. Je pense que j'évolue beaucoup sur le rôle du dirigeant. Mon bras droit, Charles, au bureau, m'a beaucoup aidé là-dessus aussi, à grandir et à comprendre quel était vraiment mon rôle. C'était pas de faire aussi bien que lui sur son métier à lui, c'était plutôt de donner la bonne direction, de savoir bien m'entourer. Et donc, pour répondre à Marc-Olivier, donc, ouais. Insouciance? L'insouciance, je l'ai perdue à ce moment-là, ça c'est certain. Mais je pense qu'on parlait de la phase qui suit où on se met le nez dans le guidon et où on fait, sans se poser la question. Je pense qu'il y a d'abord eu cette phase-là. Ensuite, il y a eu la phase de est-ce que je m'épanouis vraiment dans ce que je fais? Le rôle d'actionnaire plutôt qu'être dirigeant opérationnel sur le terrain, ça a été une vraie question pour moi. Le fait ensuite d'être quelqu'un qui aime tout comprendre et de ne pas avoir eu la phase d'apprentissage sur un certain nombre de nos métiers, que ce soit l'hôtellerie ou l'investissement, et de faire le deuil du fait que jamais j'apprendrai tout sur ces métiers-là. Ça a été le plus difficile pour moi. Je pense que ça répond. Il y a plein de facettes. Mais... Merci Marc-Olivier d'avoir accompagné, en tout cas... d'avoir accompagné Lorraine pendant ces années, la famille. Et de continuer. Et parce que si je reviens sur cette insouciance, est-ce que tu penses que ça, c'est ce que tu vois aujourd'hui? Mais tu es tellement jeune. Est-ce qu'à un moment, tu penses que ça va arriver et ça va te gratter en disant juste, tu sais quoi, ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est de diriger un centre équestre. Et est-ce que ce serait pas ça mon métier? C'est une question que je me pose beaucoup depuis 2 ans. Pour te dire, depuis que je m'autorise à me dire que finalement je peux être dirigeante de Caravelle, peut-être avoir une petite activité à côté aussi en plus, ou me libérer plus de temps sur d'autres sujets, et concilier. En fait, j'ai réalisé que j'avais un intérêt déjà très jeune pour tout ce qui était psychologie et neurosciences, que je n'ai trop peu exploré. Et donc, je me suis dit, je suis arrivée jeune chez Caravelle, finalement, pourquoi ne pas continuer à apprendre, faire des formations en parallèle, et donc c'est plutôt ça que je vais m'autoriser à faire aujourd'hui. Et est-ce que justement, parce que c'est une société d'investissement aussi, diversifiée, est-ce que tu pourrais aussi, demain, faire des acquisitions ou faire des investissements dans des entreprises justement qui sont plus en phase avec la personne, la femme que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est faisable aussi, ça, ou ce sera toujours sur le côté? Je pense que ça pourrait être intégré dans Caravelle. Pour l'instant, je ne l'intègre pas sous la forme d'investissement. J'essaye plutôt de l'intégrer en me disant en quoi les formations que je fais pour moi peuvent apporter aussi au sein du groupe. J'ai par exemple redéfini la mission du groupe avec mon frère, évidemment, avec son accord, et on en a beaucoup parlé ensemble pour réajuster, et ce sont des échanges précieux pour moi.
mais pour que ça corresponde à un alignement pour moi et que je sois fière de la mission qu'on a dans le groupe et qu'elle me corresponde aussi, qu'elle corresponde avec mes valeurs. Et la première chose qu'il y avait là-dessus, je pense que je le tiens un peu de mon éducation très jésuite, parce que j'ai été chez les jésuites, je pense presque d'un bout à l'autre. T'étais chez Franklin Oui, Franklin, ensuite ma prépa à Ginette, voilà, bon, bien jésuite. Les Gèzes. Et je pense qu'une des choses que ça m'a inculqué, c'est la responsabilité, un peu le terme de la responsabilité, mais vis-à-vis de la société et quel est l'impact que je peux avoir. Donc c'était sous une autre forme de l'impact dans le sens où on l'entend aujourd'hui, mais ça se rejoint complètement. Et donc aujourd'hui, je cherche plutôt comment moi je peux avoir un impact positif dans nos entreprises et donc plutôt dans appliquer plutôt tout ce que j'apprends dans la façon de faire et dans la façon d'accompagner nos entreprises et la façon dont elles se développent plutôt que dans l'investissement dans de nouvelles entreprises. Voilà, je pense que c'est... Mais ça pourrait être une prochaine étape pour revenir à ta question. Ça pourrait être potentiellement ça. T'arrives à te projeter. Souvent, tu me disais que depuis tout jeune, en fait, tu t'es un peu laissé porter jusqu'au moment où tu as eu ces drames-là, où tu t'es moins laissé porter. On voit que tu dis que c'est un choix, devoir, choix. On pourra en parler longtemps. Tu dis juste à un moment ou à un autre, ça sera purement un choix. C'est que j'irai habiter... j'ai plus envie d'habiter ici, j'ai envie que mes filles et avec mon époux on puisse aller ailleurs, voir autre chose, ce qui serait difficile aujourd'hui à faire puisque tu es présidente du groupe. Tu te permettrais ça? Oui. Ouais. Oui. Et tu te poses parce que je pense que Mathieu m'a beaucoup fait grandir sur tout ça. Il m'a beaucoup fait grandir sur la relation que j'avais au travail, la première chose, c'est-à-dire que tu disais justement qu'il est pilote. Je pense une des grosses différences et une des grosses difficultés qu'on a eues pour se comprendre au début, c'est que lui, quand il rentrait du travail, il avait rendu les clés de l'avion, il rentrait à la maison, tout était derrière lui. C'est-à-dire que, à part les quelques fois où il avait eu des incidents ou des difficultés en vol, je ne l'ai jamais vu ruminer sur le travail en rentrant à la maison. Moi, je rentrais avec tout mon bagage de problèmes du bureau et je lui en parlais toute la soirée où il me voyait pas du tout à l'écoute, pas du tout présente et il est très sensible à la qualité d'écoute. Donc, il m'a énormément fait me questionner sur ma relation au travail. Et je pense que le fait d'avoir 2 filles aussi fait que je remets en perspective les choses. Et si ce que je veux pour leur éducation, c'est d'aller à l'étranger, je le ferai. Même si ça poserait un problème pour le groupe. Je pense que ça en poserait pas, puisque c'est une question d'anticipation. Hein. Ouais, mais regarde, je suis partie, j'ai voulu prendre un congé maternité et Charles, justement, m'a beaucoup encouragée à cela. Et ça a la vertu de personne n'est irremplaçable, personne ne doit être irremplaçable dans une entreprise, de savoir déléguer, savoir faire confiance à ses équipes et les responsabiliser. Et je pense que c'est à la fois très gratifiant pour les équipes de voir à quel point je leur fais confiance et à quel point je suis capable de couper pendant le temps que je veux et le temps qu'il faut. Ma maman, quand quelqu'un nous blessait ou faisait quelque chose qu'on trouvait pas bien, elle disait toujours « Tu sais pas pourquoi il a fait ça, tu connais pas son histoire, tu connais pas toute sa vie ». L'exercice du pardon, pour moi, est une des plus belles preuves d'amour, finalement, de savoir pardonner. Mais ça demande de mettre son ego de côté. On a été blessé, pourquoi on pardonnerait ? Je reviens sur l'aviation, parce que c'est quand même... Ton papa est passionné, ta maman est passionnée, tu te retrouves à avoir ce drame-là, et quelques années plus tard, Mathieu est pilote, en fait. Oui. Et tu pilotes, toi, en plus, tu t'es mis à la voltige, donc là, c'est encore une fois, on va à l'étape encore d'après, comme si enfin, il y a un risque quand même associé à la voltige, non ? Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais... Il y a un risque. Mais pour toi, quand tu as rencontré Mathieu, le fait qu'il soit pilote, c'était juste un signe ? Ça reste votre passion familiale ? Alors, quand j'ai rencontré Mathieu, je ne pensais pas du tout que ce serait une histoire qui durerait, pour être très honnête. Non, donc, Mathieu, je ne me suis pas posé la question tout de suite. Mathieu, je suis désolé. Il le sait. Ce qui fait que je me suis attachée à lui, heureusement, avant de me poser cette question. Ensuite, ça a été effectivement quelque chose qui m'a un peu posé problème dans ma tête, de me dire, est-ce que j'ai peur à chaque fois qu'il part ? Et j'y ai répondu en me disant que finalement, j'avais plus peur de perdre la personne que j'aimais, tout court. D'accord. Plus que par l'aviation. La deuxième chose, effectivement, je pense aujourd'hui, c'est quand on vole en famille que je me pose la question. Et j'ai beaucoup plus peur quand il part en avion avec ma fille, sans moi, de me dire si un accident, je les perds tous les deux et moi je suis encore là, je préfère partir avec eux ou qu'on soit tous là, mais pas le moitié-moitié. Non, je sais que c'est une activité à risque.
Comme pour l'équitation, j'ai envie de me remettre à cheval. J'ai arrêté de part plus pour une question de temps et parce que j'étais partie à l'étranger. J'avais commencé à avoir peur à un moment et je me suis dit, si j'ai peur, j'arrête. Et aujourd'hui, j'ai envie de reprendre parce que ça me manque. Et l'aviation, je pense que ça me manquerait trop. Et il y a tellement d'autres risques. Et quelque part, je préfère que ma vie soit courte mais intense. Je pense que c'est la qualité plutôt que la quantité qui compte. Donc la qualité des jours plutôt que leur quantité. On a une jeune femme qui aime la voltige, qui fait de l'ultra quand elle peut faire de l'ultra. Donc on a quand même, c'est marrant de voir cette balance qui est ta balance de vie en fait. C'est ma balance de vie et quelqu'un me demandait il y a pas longtemps quelles étaient mes passions et la réponse qui m'est venue c'était de dire n'importe quoi qui fait s'arrêter le temps. Et quand je suis dans un avion, le temps s'arrête. On observe la vie en bas. Je sais pas si pour ceux qui ont déjà eu la chance de prendre un vol long courrier avant qu'il y ait le Wi-Fi, mais même sur un vol plus court, mais je trouve que c'est encore plus fort sur un long courrier, quand l'avion décolle, on oublie tout ce qu'on laisse derrière nous, tous les tracas du quotidien, et je trouve que ce sont des vols pendant lesquels on a des pensées avec de la prise de hauteur, de la prise sans mauvais jeu de mots, du recul. Et quand moi je suis dans un petit avion, je regarde en bas la vie qui continue, mais j'ai l'impression moi d'en être déconnecté. En fait. Ouais, exactement. Et ça, c'est magique. On parlait de ton âge même aujourd'hui, t'es encore une fois toute jeune, t'es aussi une femme, ce qui, de nos jours, est un enjeu, d'être une femme dirigeante, d'être une femme dans le monde aujourd'hui, c'est un enjeu, c'est pas forcément au quotidien facile. Et je te propose une nouvelle pause amicale. On écoute. Chère Lorraine, je suis avec beaucoup d'intérêt ton parcours. Et j'aurais aimé que tu puisses nous partager quels ont été et puis quels sont les défis auxquels tu as dû faire face en tant que femme, à la fois dans l'environnement de l'investissement, mais surtout au sein des conseils d'administration dans lesquels tu sièges. Question de Sidonie Mérieux, quelqu'un aussi que j'aime beaucoup, qui est fondatrice d'un cabinet, qui est un cabinet de conseil qui s'appelle Her Value, donc justement qui a cette discussion à chaque fois d'avoir ces demandes de la part d'entreprise pour dire nous cherchons des gens compétents qui sont de genre féminin dans des conseils d'administration, dans des entreprises. Et voilà, cette question-là, parce que tu es aussi au conseil d'administration de plusieurs entreprises, comment toi tu vis ce défi-là, justement, en tant que femme? Oui, alors... Tout à l'heure, tu me demandais ce qui avait été le plus délicat pour moi au début, entre la légitimité, l'âge ou le fait d'être une femme. Je pense que la femme venant en dernier à l'époque. Le fait d'être une femme, j'ai eu la chance d'avoir à nouveau Charles, mon bras droit, pour pas le citer, qui me disait toute l'importance que ça avait d'avoir des femmes dans les conseils d'administration. Je m'en rendais pas du tout compte. Je pense que ça apporte à la fois une énergie différente et un angle de vue et une vision des choses différentes. Je le vois presque comme une personnalité complémentaire. Et donc, je me suis jamais demandé si c'était une faiblesse, pour être très honnête. Mais tu trouves ça normal d'avoir des quotas aujourd'hui? D'avoir encore des quotas? Tu penses que... Genre, on en parlait en préparant le podcast. Pour moi, l'importance des quotas, ça a été d'être un accélérateur. Moi, là où il m'embête, au début, je voyais que l'aspect négatif des quotas, qui était de dire je veux pas qu'on recrute des femmes juste parce qu'il faut une femme et qu'on les prenne au rabais. Je trouverais ça très dévalorisant. Moi, si on me proposait d'être dans un conseil d'administration juste parce que je suis une femme, tu fais le nombre, c'est ça, mais que j'ai des compétences moins bonnes que l'homme qu'on aurait pu recruter à ma place. Et c'est comme ça que je gère les recrutements dans mon équipe, dans mes équipes, et c'est ce que je demande à mes équipes de faire. Donc, à compétences égales, de recruter des femmes pour être à l'équilibre. De la même façon que je pense qu'il ne faudrait pas être que des femmes non plus. On a une parfaite complémentarité entre hommes et femmes et ce serait trop triste de s'en passer. Enfin, triste et perte de valeur pour tous. Donc oui, s'il y a besoin de quotas pour faire changer les choses, il faut le faire. Pour moi, c'est un accélérateur. Merci Sidonie pour ta question. J'avais reçu ici Clarisse Magnin, qui est la directrice de McKinsey France, et qui avait donné un conseil que j'adore aux auditrices pour mieux s'affirmer en entreprise. Elle avait dit ne jamais proposer les cafés. Parfois, quand on a une discussion, ne soyez jamais celle qui propose le café. Ne pas se lever pour aller chercher les photocopies. Parce qu'en fait, c'est très juniorisant, et c'est comme ça, en fait, les femmes ratent
des discussions très intéressantes, très importantes, intéressantes peut-être pas, mais importantes parce qu'au début des rendez-vous, avant parfois que tu parles de business, tu as quelques petites discussions qui fait que, évidemment, si c'est toi qui es en train d'aller chercher un crayon, un café ou autre, bah, tu ne seras pas dans cette direction-là. Donc, ce qu'elle dit, moi j'adore ce qu'elle dit, elle dit, quand les gens commencent à parler de café, je tourne ma tête de l'autre côté. Je ne croise pas les yeux. Je croise pas les yeux. Donc, c'est juste conseil vécu par Clarisse Magnin. Je vais avoir une réaction, je sais pas, c'est un autre angle, mais alors, je sais pas si c'est de par mon âge que je me suis retrouvée dans des conseils d'administration et si c'est quelque chose qui se perd ou pas, mais il y a une galanterie qui fait que moi, on m'en a souvent proposé des cafés. Et à l'inverse, quand on me proposait de me servir un café plutôt que laisser l'homme y aller tout seul, j'y allais parce que ça permettait d'avoir des discussions à la machine à café. Parce que là, tu y allais avec. Tu y allais pas toute seule. Mais tu y allais pas toute seule. Voilà. Pas tout seul. Mais effectivement, je me souviens d'avoir écouté son épisode et avoir beaucoup ri parce que. J'aime bien. Tu tournais la tête. Tourner la tête. Moi, je pense que j'ai pas eu cette expérience-là. Moi, je suis arrivée dans une position qui était plutôt présidente des conseils d'administration dans lesquels j'étais. Oui, donc. Et du coup, on me laissait pas aller faire le café, même quand je voulais le proposer. Donc, mais voilà. Et je pense qu'il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui sur la réaction face à la galanterie aussi. T'as un conseil pour les femmes? T'as un conseil de dire, voilà, agissez comme ça, acceptez comme ça? Mais je vois des femmes qui n'aiment pas la galanterie. Moi, je dirais, mais plutôt, profitez-en. C'est dommage de s'en passer. C'est agréable. Et au contraire, justement, ce serait l'opposé de. Enfin, ça plutôt qu'avoir à tourner la tête et éviter la machine à café, ça a du bon, mais plutôt que le voir comme quelque chose de dégradant. Je vous propose maintenant une pause musicale. Lorraine, qu'est-ce que tu peux nous donner comme chanson culte? Alors, elle n'est pas très culte. Vas-y. La chanson à laquelle je penserais, c'est Hold Your Kite de Goldfish, qui est une chanson qui m'a pas mal touchée récemment parce que. Voilà, après le départ de ma mère, elle me parlait pas mal. On va en écouter un extrait. Vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'avoir insisté. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.